crois que j'ai tout dit pour la présentation. Donc aujourd'hui, c'est une séance qui est consacrée au mouvement Fluxus. Il y a une raison très précise pour laquelle j'ai choisi de faire une conférence sur Fluxus, c'est que c'est un mouvement artistique des années 60-70 qui est né aux États-Unis et en Allemagne, qui pour moi est important dans mon parcours, et dont le nom a été honteusement usurpé par un incubateur de start-up culturelles dans le Grand Est qui s'appelle Fluxus et qui est destiné à favoriser l'entrepreneuriat et le capitalisme dans la culture, quoi. Et donc ils ont pris ce nom Fluxus et moi ça m'énerve énormément. Donc j'ai voulu par cette conférence aussi pas rétablir la vérité historique, mais en tout cas informer de ce qu'a été ce mouvement-là, et pour montrer qu'il y a, on parle vraiment d'autre chose avec cet incubateur de start-up. Euh, alors, c'est un mouvement d'art plastique, de musique, de poésie, et plutôt que de ne faire que parler, je voulais vous interpréter une pièce Fluxus, qui est une pièce d'un des artistes qui s'appelle Georges Brecht, et qui s'appelle Drip Music. Alors, je ne sais pas si vous parlez anglais, mais drip, ça veut dire couler, goûter. Voilà. Donc je vais interpréter cette pièce, qui est une pièce vraiment emblématique de Fluxus, qui est sans doute la plus célèbre, et qui a été reprise à très nombreuses reprises. Alors, je voulais commencer par ça pour que vous ayez un exemple un peu concret et, euh, et vivant, quoi, de ce que ça peut être ce mouvement artistique. Je vais vous montrer la partition. Donc c'est une partition de Georges Brecht, donc qui s'appelle Drip Music, Drip Event. Donc musique d'égouttement, musique d'écoulement, événement d'écoulement, pour une performance simple ou multiple. Une source d'eau qui goutte et un récipient vide sont arrangés de telle manière que l'eau tombe dans le récipient. Seconde version, égouttement, écoulement. Alors cette pièce, elle est très emblématique de Fluxus et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Elle a été performée pour la première fois par Dick Higgins à Copenhague en 1962, sous cette forme-là, donc avec une échelle, un seau et une sorte de théière. Et puis elle a constamment, dans les concerts Fluxus, été reprise. Donc là c'est George Maciunas à Düsseldorf en 1963. Là c'est Georges Brecht à New York en 1963. Ici c'est de nouveau George Maciunas à Amsterdam en 1963.
Ici, c'est une pièce. Alors, c'est pas une performance, c'est une pièce qui a été commandée par un collectionneur à Georges Brecht. Donc, il en a fait un objet qui a été installé chez ce collectionneur, un Drip Music en 1970. Et les interprétations de cette pièce se sont multipliées. Euh, Là, on a un exemple de la mère de Georges Brecht. Donc, dans une lettre à Robert Filiou, donc Robert Filiou, c'est un artiste qui a beaucoup côtoyé ce mouvement-là. Marianne Filiou écrit: Cet après-midi, le courrier est arrivé à la galerie avec une lettre merveilleuse de la mère de Georges, donc Georges Brecht, qui dit qu'elle a une pièce qui ressemble à sa drip music. 5 pots de fleurs de différentes tailles qu'elle a lavées avec de l'eau d'un tuyau et qui, en s'égouttant du rebord de sa fenêtre, produisaient des notes différentes. Et donc sur la lettre, il y a une écriture manuscrite de Georges Brecht qui dit: Elle commence à comprendre de quoi je parle. Voilà. Ça va même rétroactivement. Vous connaissez peut-être Jackson Pollock, et qui a développé cette technique qu'on appelle le dripping, donc l'égouttement. Et donc avec ses pinceaux, il lançait des gouttes de peinture sur ses tableaux. Et donc c'est les mêmes. Enfin, il est à la fin de sa carrière quand le mouvement Fluxus commence, mais c'est vraiment le peintre le plus célèbre américain à cette époque-là. Et donc Georges Brecht écrit la deuxième version de Drip Music, donc il dit juste dripping, inclut les peintures de Pollock des années 1947-51. C'est-à-dire que la pièce de Georges Brecht, en fait, est rétroactive. Et donc, parmi les réalisations de cette pièce, il y a aussi des choses antérieures. Alors, vous avez vu qu'il y a différents types de mise en scène de cette pièce. Donc, parfois, c'est sur une échelle, parfois, c'est à une petite distance. Les récipients, les pots varient. Et Georges Brecht écrit il est implicite dans les partitions que toute réalisation est faisable, n'importe laquelle. Je ne refuserai aucune réalisation. Et George Maciunas, qui est donc le fondateur de Fluxus dont je parlerai plus tout à l'heure, on ne peut pas simplement répéter la même chose encore et encore et encore et encore. Nous essayons de varier chaque pièce à chaque représentation. Alors, j'ai pas traduit le mot think parce que Maciunas, dans ses lettres, souvent, à la place du mot sing, qui veut dire chose en anglais, il met think, et à la place du mot think, il met sing, et parce que, bon, j'en parlerai plus tard, mais ça fait partie de ce que Fluxus essaye de faire, c'est d'introduire une confusion entre les catégories, de mélanger la pensée et la vie, la matière et le concept, le concret, l'abstrait, etc. Alors, vous avez une historienne de l'art qui est une des meilleures spécialistes de Fluxus aujourd'hui, qui dans son ouvrage consacré à Fluxus en 2020 écrit: cet éventail de drips Fluxus, alors pareil, j'ai pas traduit parce que c'est cet éventail d'égouttement, de dégoulinage, de je ne sais quoi, illustre comment Drip Music a évolué au-delà de son rôle de source textuelle originelle pour devenir non plus du tout une source, mais une simple réalisation parmi de nombreuses autres réalisations possibles, d'œuvres non hiérarchiques qui continuent à se dérouler en dehors de la surveillance de leurs auteurs originaux, continuellement, sans fin, dégoulinant dans l'existence. Alors je vais insister un petit peu là-dessus parce que ça fait partie euh, comment dire, des aspects les plus importants de Fluxus, c'est d'avoir proposé un nouveau concept de ce que c'est une œuvre d'art. Euh, Parce qu'en général, on considère qu'une œuvre d'art, elle est réalisée par un auteur qui produit euh, un objet qui est mis sur un marché, qui est acheté par une institution ou par un collectionneur. Et donc ça, c'est le fonctionnement, disons, classique du monde de l'art et de son, comment dire, de son développement dans le monde social. Et ce qu'a proposé Fluxus, c'est des œuvres qui sont en fait qui sont sans fin, continuellement sans fin dégoulinant dans l'existence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un objet qui puisse être acheté ou quoi que ce soit. On verra tout à l'heure que toutes leurs tentatives de vendre des choses a toujours lamentablement échoué. C'est vraiment pas des gens qui étaient insérés dans les milieux artistiques, dans les galeries, dans ces choses-là. Ils ont vraiment proposé quelque chose qui était complètement en dehors de ce circuit. Et
Donc si je reviens à cette œuvre, donc on peut dire que c'est une œuvre, mais cette œuvre, en fait, elle est absolument minimale. Elle décrit une relation extrêmement basique entre quelque chose qui est plein et quelque chose qui est vide, et un contenant qui passe du plein au vide, et ça peut être interprété de n'importe quelle autre manière. Euh, enfin, en une infinité de manières. Ces œuvres-là, elles sont... on ne sait même pas si c'est, comment dire, quelque chose qui doit être performé. Enfin, il y a marqué que c'est performance, mais je vous montrerai d'autres events de Brecht. Ça peut être lu simplement comme de la poésie, comme un texte de méditation, comme, enfin voilà, ça peut être pris de plein de manières. C'est juste une sorte de structure absolument minimale qui est proposée pour faire une expérience particulière. Et là-dessus aussi, j'y reviendrai plus tard, qui est l'expérience de choses absolument banales et quotidiennes. Ouais. Est-ce que justement il y a un lien avec le côté musical, dans le sens où une œuvre musicale échappe aussi à son créateur quand elle est interprétée? Est-ce que c'est ça aussi qui les amène à concevoir des partitions sonores, on va dire, pour, Ouais, est-ce qu'il y complètement. a un lien avec ça? Ouais. Bah, je vais en parler plus loin, parce que tout ça vient beaucoup de John Cage. Euh, mais effectivement, l'idée, c'est qu'ils appellent ça des partitions parce qu'ils s'inspirent de la musique. Sauf qu'ils emmènent la musique dans un autre domaine qui est celui des arts plastiques ou de la poésie. Mais ils prennent cette idée-là d'effectivement de prendre une sorte de structure comme ça qui va être interprétée infiniment par les personnes. Je pense que cette pièce est très célèbre aussi parce que, et là aussi j'y viendrai plus tard, elle est en fait très symbolique. Tous ces gens-là ont suivi l'enseignement de John Cage, dont je parlerai plus bas, qui a été très inspiré par les philosophies orientales, donc le bouddhisme zen notamment, l'hindouisme. Et cette histoire du plein, du vide, de la banalité du quotidien, c'est quelque chose qui apparaît dans toutes les performances Fluxus. Et je pense que le fait qu'il y ait voilà, un récipient vide et un récipient plein, et que le plein et le vide s'inversent, et que voilà, ça fait partie d'une sorte de méditation sur des choses extrêmement basiques et banales de l'existence. Alors justement, j'y viens par rapport à ta question. Ah oui, non, non, j'y viendrai après. Donc voilà, ça c'était un peu une introduction pour vous donner un exemple concret. Je vais maintenant passer à qu'est-ce que c'est Fluxus, pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ce mouvement Fluxus. Et donc je voulais vous montrer un extrait d'un film qui a été réalisé en 2017 qui s'appelle George, The Story of George Maciunas and Fluxus de Jeffrey Perkins. Jeffrey Perkins, c'est un compositeur qui a beaucoup côtoyé le mouvement Fluxus et qui donc en 2017 a réalisé ce documentaire qui raconte à la fois la vie de George Maciunas, qui est celui qui a inventé Fluxus, et qui raconte aussi l'histoire de ce mouvement. Et donc dans la vidéo que je vais vous montrer, on voit l'artiste coréen Nam June Paik, qui a été très célèbre par la suite parce que c'est un des inventeurs de l'art vidéo, mais qui a commencé avec Fluxus, qui définit ce qu'est pour lui Fluxus. There was an enculturation process going on because I was basically a growing child in what was a burgeoning art community. I liked, I think, being with my mother and George, and I went there one day and he decided to show me his collection. He opened up these little boxes, which I began to associate with Fluxus. Each box that he pulled out would be a different animal feces. And he was fascinated. George has been criticized as not being an artist and just an organizer. He did do original things like the shit box, which is straight out of alchemy. George, what exactly is flux, George? Fluxus means, purge, and you have constipation.
then you put something then you get purged. That's how what's the true meaning of fluxus. This chocolate, no, that you take when you have problems. And then our biggest chocolate is called a man called George Maciunas. He's Lithuanian. Voilà, donc vous avez ici, dans ce court passage du film, une des raisons pour lesquelles ils ont choisi ce nom Fluxus, donc qui est l'idée de purge. Et je vais vous montrer un manifeste écrit par George Maciunas en 1963, qui est un manifeste assez connu, qui s'appelle le Manifeste Purge, Purge Manifesto. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un collage de différentes définitions trouvées dans un dictionnaire du mot fluxus, et il a intercalé des commentaires de sa part. Donc je vous propose qu'on lise ce manifeste. Donc je l'ai traduit pour cette conférence. Donc manifeste 1963. Donc là, on est dans les définitions du dictionnaire. Affecter ou mettre dans un certain état en soumettant à ou en traitant avec une purge. 3. Médical, causer une sécrétion comme dans purger. Flux, non. 1. Médical, un écoulement ou un fluide sécrété par les intestins ou une autre partie. En particulier, une sécrétion excessive et mortelle, comme dans sécrétion du sang ou dysenterie. B. La matière ainsi sécrétée. Commentaire de George Maciunas. Purger le monde de la nausée bourgeoise, de la culture intellectuelle, professionnelle et commercialisée. Purger le monde de l'art mort, de l'imitation, de l'art artificiel, de l'art abstrait, de l'art illusionniste, de l'art mathématique. Purger le monde de l'européanisme. On revient à la définition du dictionnaire. 2. Acte de s'écouler. Un mouvement ou un passage continu, comme un courant qui s'écoule, une succession continue de changements. Un courant, un écoulement, inondation, décharge. La montée de la marée sur le rivage. CF, reflux. 5. État de devenir liquide par la chaleur. Fusion, rare. Alors, vous voyez, avec cette définition de dictionnaire aussi, pourquoi sans doute drip music est devenu si symbolique de Fluxus, avec cette idée d'écoulement, de flux. Commentaire de George Maciunas. Promouvoir une inondation et une marée révolutionnaire en art, promouvoir l'art vivant, l'anti-art, promouvoir la réalité non-art, pour qu'il soit pleinement saisi par tous les gens, pas seulement par les critiques, les dilettantes et les professionnels. On revient à la définition. 7. Chimie et métallurgie. A. Toute substance ou mixture utilisée pour favoriser la fusion, en particulier la fusion de métaux ou de minéraux. Les flux métallurgiques communs sont le silicate et les silicates acidiques, la chaux et le calcaire basique et le fluor neutre. B. Toute substance appliquée sur des surfaces pour les joindre en les soudant, juste avant ou pendant l'opération, pour les nettoyer et les libérer de l'oxyde, ainsi favorisant leur union, comme la résine. Commentaire de Maciunas. Fusionner les cadres révolutionnaires de la culture, de la société et de la politique en un front et une action unie. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans ce manifeste. Il y a à la fois une sorte de vision politique très, très radicale. Alors, il faut savoir que le mouvement Fluxus, ça a été un mouvement qui a rassemblé des centaines d'artistes, qui a été lancé par George Maciunas, qui a essayé toujours d'organiser ce mouvement, et qui était quelqu'un, d'après les témoignages, d'assez martial, quoi. Quelqu'un qui voulait imposer une sorte de discipline dans ce mouvement, mais en gros ça a foiré toujours. C'est-à-dire que les gens ne l'écoutaient pas ou ne le suivaient pas, et donc par exemple ce manifeste, il a voulu que tous les artistes Fluxus le signent, et personne n'a voulu. Voilà. Et donc il faut toujours, quand on lit ça, se dire c'est pas comme les surréalistes ou les Dada qui étaient beaucoup plus organisés et unis. Dans le mouvement Fluxus, il y a constamment une sorte de contradiction, c'est très fluide en fait,
Et les tentatives de Mathunas de mettre la main sur ce mouvement et de l'organiser selon sa volonté n'ont jamais fonctionné. Mais bon, ça fait partie aussi de Fluxus d'avoir cette volonté politique très précise. Et vous voyez qu'il y a plein de choses, il y a la chimie, il y a la question du liquide, la question de la purge, de se débarrasser de quelque chose qui fait mal. Enfin bon, toutes ces choses-là, elles apparaissent dans toutes les œuvres Fluxus de manière... ouais. Oui, Est-ce qu'il y a du déconstructionnisme? Ça rapproche déconstructionnisme, déconstructionnisme. 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 Pas vraiment, parce que là on est dans les années 60 et la déconstruction, qui est un concept qu'a forgé Derrida, apparaît un peu plus tard. Et c'est des gens qui ne connaissaient pas la pensée de Derrida. Par exemple, avec la petite pièce, c'est détruire le symbole d'un rite sacré de la libation, par exemple. Oui. Le rite religieux, c'est la désacralisation. Ah oui, 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 tout à fait. Bah, ça c'est... Ils ont pas, ils se sont pas appelés des constructionnistes ou tout ça, mais ils se sont attaqués à tous les symboles, effectivement, de ce qu'ils appellent la culture bourgeoise, notamment à la musique. Je vais y venir tout de suite, mais effectivement, il y a toujours une volonté de désacraliser l'art tel qu'il est pratiqué. Alors il y a une autre référence qui est aussi importante pour comprendre Fluxus, c'est la pensée d'Héraclite, donc ce philosophe présocratique du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui a cette fameuse formule, vous connaissez sans doute: on ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve, toute chose se répand et de nouveau se contracte, s'approche et s'éloigne. Héraclite, c'est philosophe du mouvement et du changement. C'était l'ennemi de Platon, Platon qui voulait que les choses soient bien fixes et séparées les unes des autres, alors que Héraclite disait en fait rien n'est fixe, tout est en mouvement permanent, les choses se confondent et les contraires passent les uns dans les autres, le chaud devient froid, le froid devient chaud, l'humide devient sec, le sec devient humide, et il n'y a pas de stabilité ni de fixité dans le monde, tout est en mouvement permanent. Et donc évidemment il y a aussi cette référence chez Fluxus, et qui se voit particulièrement dans leur volonté de brouiller les catégories artistiques. C'est-à-dire que les pratiques de Fluxus, on ne peut pas dire que c'est de la peinture, ou de la poésie, ou de la musique, ou de la performance. C'est tout ça à la fois, et puis tout est flou, et très volontairement, ils essaient de détruire les catégories qui séparent les disciplines les unes des autres. Alors, j'en viens à la musique. Donc, ce qu'ils appelaient les Flux Concerts et les Events. Alors là, vous voyez une célèbre pièce musicale performée par George Mathunas. C'est un solo pour violon écrit par Nam June Pak, qui consiste à détruire un violon. Donc, ils sont très célèbres, entre autres, pour ça. Mais bon, c'est quelque chose de très important parce que Fluxus commence avec la musique. L'acte de naissance qu'on donne en général de Fluxus, c'est un festival qui a été organisé en Allemagne, à Wiesbaden, en 1962. Et donc c'était Fluxus Festspiele Neuester Musik, donc festival de la musique la plus nouvelle. Et donc ils ont organisé une série de concerts dans des salles de concert en Allemagne. Et je vais vous montrer un petit document qu'on a, une petite archive de ça. Alors ça dure pas très longtemps, ça dure 5 minutes, mais c'est en allemand. Mais l'important c'est de voir surtout les images des concerts qu'ils ont donnés. Fluxus-Festspiele in Wiesbaden. Böse Bubenhände haben in die Plakate vor dem Konzertsaal bereits einen Kommentar geritzt. Eine Kritik zu den Festspielen neuester Musik. Man beachte, neuester. Neu klänge viel zu altmodisch. Das hier sind die Interpreten. Und es handelt sich keineswegs um Vorschusslorbeeren, die sie sich selbst spenden. Es handelt sich bereits um das erste Werk des Abends. Silentium. Das Publikum, meist Jugendliche, weiß noch nicht so recht. Muss man ernst bleiben? Darf man schmunzeln?
Der Herr mit Hut ist übrigens der Initiator der Fluxus-Festivität, George Metzunas aus USA. Die musikalische Welt war lange genug im Lot, sagte er sich. Jetzt wollen wir sie mal gründlich auf den Kopf stellen. Je schräger, desto besser. Schräge Musik, sagten sich die Kameraleute, muss man mit den eigenen Waffen schlagen. Was die Dadaisten können, können wir schon lange. Die alte Musik ist zu künstlich, behaupten die Neodadaisten. Wir wollen natürlich sein. So sieht das dann in der Praxis aus. Das Publikum teilt sich in zwei Lager. Ein kleines, das Parallelen zieht zu Ionesco und Beckett. Das wesentlich größere Lager zieht aber kurzweg Parallelen zum Zirkus. Faule Tomaten flogen trotzdem nicht. Man war tolerant und hatte seinen Spaß. Von Benjamin Patterson stammen die Variationen für Kontrabass. Anno 1962 kommt ein Bassist mit Instrument und Bogen nicht mehr aus. Er braucht einen ganzen Koffer voll Requisiten. Diese Art von Kunst scheint jedenfalls nicht am Hungertuch zu nagen. Und jetzt ein Ausschnitt aus einer Komposition von Emmett Williams. Ihr Titel: Ein zweifelhaftes Lied in 4 Richtungen für 5 Stimmen. Never! Never! Just! No! Never! Wir hoffen, verehrte Zuschauer, dass Ihnen der tiefere Sinn dieses Opus schon nach den ersten Takten aufgegangen ist. Wenn nicht, trösten Sie sich mit einem Werk von Lamoignon, Komposition 1960 Nummer 10. Wohlgemerkt, es handelt sich um Musikfestspiele. Nam June Paik ist zweifellos ein Virtuose auf Tusche und Papierband. Man beachte den musikalischen Hinterkopf. Nachdem man sich bereits so tief zur Erde niedergelassen hat, können wir dem Finale des Abends gefasst ins Auge sehen. Ein gutes Tier ist das Klavier, still, friedlich und bescheiden und muss dabei so mancherlei erdulden und erleiden. Wilhelm Busch scheint etwas vorausgeahnt zu haben. Und rasend wild, das Herz erfüllt von mörderischer Freude, durchwühlt er dann, soweit er kann, des Opfers Eingeweide. Piano Activities nennt sich diese Komposition. Es war einmal ein Flügel. Sollten andere Städte eifersüchtig werden, Gemach, die Dada-Musiker gehen auf Tournee. Kopenhagen, Paris und Düsseldorf stehen auf ihrer Liste. O seliger Mozart, keine Furcht, deine Musik darf immer noch den Haupteingang benutzen.
vous imaginez, c'était vraiment dans le cadre de concerts de musique, dans des institutions musicales, avec un public habitué au concert. Donc ça a évidemment beaucoup choqué. L'anecdote, c'est que la mère de George Maciunas c'était une ballerine de danse classique, et c'était vraiment enfin, une artiste dans le monde. Et quand elle a vu ça, elle était désespérée. Elle n'est pas sortie de chez elle pendant des semaines parce qu'elle avait honte de ce que son fils faisait. Et l'autre anecdote, c'est qu'aussi la fin où ils détruisent le piano, c'était dans un musée des instruments de musique à Düsseldorf, je crois, non, à Wiesbaden. Et en fait, la presse a dit qu'ils avaient détruit le piano du musée, alors qu'en fait, il s'agissait d'un piano bas de gamme qui était déjà cassé. Mais il y a eu une sorte de scandale parce que les gens disaient qu'ils ont détruit un piano, une pièce de collection. Voilà. Est-ce que ce mouvement ne vient pas d'une haine de la culture traditionnelle, d'un ressentiment contre la culture traditionnelle qui n'a pas pu empêcher les horreurs de la Deuxième Guerre, l'impuissance de cette culture, puisqu'on a vu une nation très cultivée devenir criminelle et barbare? Est-ce que c'est un ressentiment contre l'impuissance de la culture que ce mouvement? Je pense, ouais. En fait, c'est ça à deux titres, parce que d'une part, ils se sont beaucoup revendiqués du mouvement Dada. Avant de s'appeler Fluxus, ils s'appelaient Néo-Dada, les nouveaux Dada. Et pour le coup, le mouvement Dada est très explicitement une destruction de la culture qui n'a pas su empêcher la Première Guerre mondiale. Et dans les textes Dada qu'on a des années... Dada est né en 1916, en plein moment de la Première Guerre mondiale, de cette immense boucherie. Et donc dans les textes dadaïstes, il y a vraiment cette révolte contre une culture qui n'a pas pu empêcher ces horreurs. Et alors Fluxus, ils n'en parlent pas, enfin en tout cas je ne suis pas tombé sur de textes explicites là-dessus, mais George Maciunas, qui est donc le fondateur de Fluxus, c'est un Lituanien. Et en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, sa famille et lui ont dû fuir la Lituanie parce que la Lituanie était en plein milieu entre l'Allemagne et la Russie. Et donc en fait, le pays a été complètement détruit, dévasté. Et il a été à 14 ans, il était dans un camp en Allemagne, et puis après il a réussi à fuir aux États-Unis. C'est là où il a commencé à... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... En fait, il y a certains témoignages qui disent que... en fait, George Maciunas avait tellement vu d'horreur, en fait, qu'il ne pouvait plus prendre la vie autrement que comme une vaste blague. Et il y a cette dimension de la blague, de l'amusement dans Fluxus, j'en parlerai plus tard, qui est peut-être aussi une réponse à ça. Et c'est assez important de voir, je trouve ce document intéressant parce qu'on voit les réactions du public aussi. Et est-ce qu'on pourrait s'imaginer que c'est un mouvement révolutionnaire qui veut tout casser, très sérieux et tout ça? En fait, c'était vraiment très drôle, quoi. Les gens étaient morts de rire, quoi, quand ils voyaient des choses Fluxus. Alors, je voulais vous montrer 2-3 partitions de ces concerts. Donc ça se présentait un peu comme ça. Donc là, par exemple, c'est un solo pour violon écrit par George Maciunas en 1962. Vous voyez en haut à droite, vous pouvez faire n'importe quelle structure que vous voulez ou surimposer sur cette partition la partition de quelqu'un d'autre. Donc faites ce que vous voulez, en gros. Et donc là, il y a la durée en secondes de chaque action. Et donc là, il y a une description d'une série d'actions. Donc jouer un son, enfin un son sentimental, etc., etc. Fracasser le violon avec un marteau, jeter le violon des parties de lui sur le public, etc. Tout est détaillé avec des durées. Donc voilà, c'est une sorte de jeu avec ce qu'est une partition musicale. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas, Ça, c'est une autre partition de Dick Higgins. Alors ça, c'était quelque chose qui était destiné à être... je sais pas pourquoi ça ne marche pas en diaporama.
En fait, c'est quelque chose qui était destiné à être tracé sur le sol. Et en fait, les différents performeurs suivaient les lignes. Et quand ils tombaient sur un mot, ils disaient le mot à haute voix. Donc ça, c'est un autre type de partition. Et alors, pour bien comprendre tout ça, d'où ça sort, ces idées de faire des choses comme ça, il faut venir un peu sur John Cage. John Cage, qui est un compositeur américain, né en 1912, mort en 1992, et qui est vraiment l'inspirateur principal de ce mouvement. Alors pour une raison très précise, c'est qu'en 1958 et 1959, John Cage a donné un cours de composition à New York, et la plupart des artistes qui ont fondé Fluxus ont suivi ce cours de composition. Et John Cage avait une manière très très particulière d'aborder la musique. C'est quelqu'un qui a d'abord été élève de Schoenberg, donc il a vraiment appris la composition traditionnelle, et il y a un moment où il a voulu complètement partir dans une totale autre direction. Et je vais essayer de vous résumer les principales caractéristiques de ses idées. Alors, la première, qui est sans doute la plus importante, c'est l'idée que le geste artistique ne doit pas être intentionnel. On a l'habitude de considérer qu'une œuvre d'art, c'est un artiste, un auteur, en général génial, créateur, qui va exprimer sa subjectivité, ses sentiments, ses émotions dans un objet qui va être partagé avec un public. John Cage a essayé d'éviter totalement ça, en disant qu'une œuvre, elle n'est pas destinée, en tout cas son travail à lui n'était pas destiné à exprimer sa subjectivité, mais simplement à orienter l'attention sur des processus objectifs, des choses, des processus naturels, des choses qui sont là, mais non pas sur son ego. J'y viendrai après, mais il y a toute une influence des pensées orientales là-dedans. Donc l'idée, c'est que l'œuvre ne va pas être un objet fini, mais va être la définition d'un cadre spatio-temporel, un cadre dans l'espace et dans le temps, qui va accueillir des processus qui incluent le hasard et l'indétermination. Alors, une des choses célèbres, c'est que John Cage se servait du Viking, le livre des changements, qui est un livre classique de la culture chinoise, qui est un livre où on tombe sur des textes à l'issue d'un lancer de dés. Et donc en fait, il se servait de ces processus aléatoires pour faire les choix compositionnels. Et son œuvre, sans doute la plus célèbre, la plus emblématique de cette conception, c'est l'œuvre qui s'appelle 4:33, qui est 4 minutes 33 de silence. Donc il faut que vous imaginiez, vous allez voir un concert de John Cage, et vous allez voir l'œuvre 4:33, et vous avez un pianiste qui est assis à un piano, et pendant 4 minutes 33, il ne se passe rien. Et l'idée de John Cage, c'était de dire je crée ce cadre spatio-temporel pour qu'on écoute le silence, les bruits de l'audience, les bruits de l'extérieur, et que tout ça forme de la musique. Alors, je le disais, donc il y a une influence très grande de la pensée du bouddhisme zen. En fait, John Cage a été élève de quelqu'un qui a été important pour la connaissance de la pensée orientale en Occident et aux États-Unis. C'est Suzuki, D.T. Suzuki, qui a écrit beaucoup de textes sur le bouddhisme zen, avec cette idée, donc dans le zen, qu'il s'agit de se détacher de l'ego, détacher du moi, du narcissisme, de tout ça, et que l'illumination, ce qu'ils appellent le satori, s'atteint non pas par une pensée géniale, mais par l'observation des choses les plus quotidiennes. Il y a beaucoup d'anecdotes, notamment dans les bouquins de Suzuki, où par exemple vous avez le disciple d'un maître zen qui constamment demande à son maître mais c'est quoi l'illumination, comment est-ce qu'on atteint l'illumination. Alors soit le maître lui donne un coup de bâton, soit il lui dit là tu vas laver les écuries, et c'est en lavant les écuries que le disciple tout d'un coup est éveillé et comprend les choses. Il y a aussi l'influence de la pensée hindoue. John Cage a suivi l'enseignement de Ananda Coomaraswamy, qui est un grand auteur indien qui a beaucoup écrit sur les relations entre l'art occidental et l'art, les conceptions de l'art en Occident et les conceptions de l'art
en Orient. Et donc ça donne des choses, donc des œuvres qui sont pas maîtrisées entièrement par l'auteur. L'interprète de ces œuvres a une énorme liberté, et même ça échappe à l'interprète parce qu'il y a aussi des processus qui ne dépendent pas de l'interprète, qui sont liés au contexte, à l'environnement, à s'il y a une sirène dehors ou je ne sais quoi. Et une des choses pour lesquelles Cage est célèbre aussi, c'est ces fameux pianos préparés. Et dans les images qu'on a vues des concerts Fluxus, il y a une influence de ça quand il met des pinces à linge sur la contrebasse, par exemple, des choses comme ça. Et donc John Cage a créé un certain nombre d'œuvres où il s'agissait de modifier les pianos en mettant des clous, des vis, des trucs pour modifier le son du piano. Alors je vais vous montrer une, une petite œuvre, donc c'est la sonate 5 pour piano préparé. Donc voilà, les gens de Fluxus, ils viennent de là, ils viennent de cet enseignement de John Cage sur la musique. Et plus largement, en fait, de ce qu'on appelle l'école de New York, qui comprenait un certain nombre d'autres compositeurs qui cherchaient comme ça des nouvelles manières d'écrire et de faire la musique, et dont notamment Lamonte Young aussi, qui a été très proche de Fluxus pendant un temps, qui est un compositeur qui est né en 1935, qui est toujours vivant. Et un des exemples d'œuvres que écrivait Lamonte Young, c'est ça. Alors vous avez vu dans la vidéo Nam June Pak qui interprétait cette œuvre-là. Donc c'est le moment où il se met de la peinture sur la tête et il trace une ligne. Donc composition 1960 hashtag 10 to Bob Morris. Tracez une ligne droite et suivez-la. Alors ce genre d'œuvre, elle inclut l'infini. Lamonte Young, il est célèbre notamment pour avoir fait, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, Eternal House, je crois, des maisons éternelles ou des choses comme ça. Il y en a une à New York, il y en a une en Europe aussi. C'est en fait il a créé des dispositifs avec notamment de l'électronique où il y a des sons en permanence et ça ne s'arrête jamais. Et l'idée c'est que ça pourrait se prolonger à l'infini. Et donc dans ce type d'œuvre, il y a aussi l'idée que une ligne droite, ça ne s'arrête jamais, et que potentiellement cette œuvre inclut l'infini. Alors ça c'est très important pour... c'est un peu le modèle que va suivre George Brecht dans les events et les partitions dont on a vu Drake Music. Et je vais vous en montrer certaines donc, de ces partitions. Solo pour flûte, désassemblé, assemblé. 3 danses, 1 salive, 2 pause,
uriner, pause. 3, perspiration, transpiration. Événement de mots, excite. Alors typiquement, une partition comme ça, elle veut à la fois tout et rien dire. Ça peut être la partition d'une performance, qui consisterait simplement lorsque quelqu'un sort. Mais y a pas, là, pour le coup, il n'y a pas marqué que c'est une performance, il y a marqué que c'est un événement de mots. Donc, c'est juste excite. Donc c'est une invitation aussi à la méditation, à réfléchir, à rêver sur ce que ça veut dire sortir. Ça peut être interprété dans tous les sens du terme. 3 événements de lampe, éteinte, allumée, allumée, éteinte, lampe. 3 événements de trou, de gap, un signe d'une lettre manquante, entre deux sons, se rencontrer encore. œuf, au moins un œuf. Et alors celui-là que j'aime beaucoup, et qu'on considère souvent comme étant une sorte de description de ce que sont les events de George Brecht, les événements de George Brecht. Donc, partition d'événements, arranger ou découvrir une partition d'événements et ensuite réaliser-la. Si la partition arrive alors que vous êtes éveillé, alors faites-en une réalisation en rêve. C'est-à-dire, notez tous les rêves jusqu'à ce que la réalisation de la partition a été découverte dans un rêve. Et inversement, si la partition arrive pendant que vous rêvez, alors faites une réalisation en étant éveillé, c'est-à-dire cherchez dans votre vie éveillée pour n'importe quel rêve ou partie du rêve qui constitue la partition. Donc en gros, soit la partition arrive pendant que vous êtes éveillé, et dans ce cas-là, il faut la réaliser en rêve. Donc notez ces rêves jusqu'à ce que vous rêviez la réalisation de la partition. Soit vous rêvez d'une partition, et dans ce cas-là, il faut la réaliser dans la vie. Je vous propose qu'on fasse une petite entracte d'une quinzaine de minutes, et je reprendrai après avec les Fluxbox, les Fluxkits et les Fluxshop. Alors là, je vais passer à un autre aspect donc là, c'était plutôt l'aspect musical, performance, qui a été beaucoup développé par Fluxus. Là, je vais passer à un autre aspect de leurs activités qui a été la fabrication et la commercialisation d'objets. En fait, d'une manière qui est assez similaire à ce qu'a pu faire Andy Warhol avec le pop art. C'est en fait de considérer que l'art devait plus uniquement circuler soit chez les gens richissimes ou les musées, mais devait s'immerger dans la vie quotidienne et que tout le monde devrait pouvoir acheter une œuvre d'art. Donc Warhol faisait ça avec ses sérigraphies qu'on pouvait acheter pour vraiment pas cher. Et les artistes Fluxus sont aussi, alors d'une manière très différente du pop art, mais un peu dans le même esprit de ok, on vit dans une société de consommation, et ben nous en tant qu'artistes, on peut comment dire, s'insérer de manière ludique et critique dans cette consommation d'objets. Alors je vais vous montrer donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des boîtes, donc qu'ils appelaient les Flux Boxes, des kits, Flux Kits, et des boutiques, Flux Shops. Alors, je vais vous montrer un deuxième extrait du film qui parle de ce moment-là. Do you know this around? I like to make Fluxus shop.
So, oh, I like your idea. So we divided three. So I made concert hall and Fluxus shop, chef, and then George's bedroom. George Jones bring something like a funny hat. What other kind of boxes have you been doing lately? Oh, like in the 60s, we must have produced 100 different boxes, which most of them had this element of humor. And I think that's what distinguished our boxes from surrealist earlier boxes, influenced partly by Joseph Cornell boxes. Cornell? Yeah, so I could describe some earlier ones. That's what he was doing at that time. You know, he lived in the basement of 80 Worcester, and that was his headquarters, and he had boxes, floor-to-ceiling boxes, you know, a whole storeroom full of anything that he might need to put together a little flux kit spread out around him. Meanwhile, he was doing this for like 75 other artists as well. He was busy. An artist would make the multiple, and then once a year, George would send around a box, a wooden box, with everybody's work in it, and all the artists from Japan, New York, wherever. Beautiful made beautiful. It's already a whole exhibition. There are so many beautiful ideas in these small boxes, especially these. The prices of things became totally the antithesis of what George would have wanted. Right. You know, we had once a store on Canal Street where we didn't sell a single thing to art collectors, but people would come off the street like they were digging a hole in the street or something, so the workers would come and, you know, they had a lot of fun. Yeah, you never sold a thing. No, of course, you know, to the workers, who needs a $5 gag? Right. It's expensive, but for the collectors, it's cheap. And how long was the store open? Oh, like almost a couple of years. 2 years, yeah. I didn't So- sell not one thing. That's pretty humorous in itself. Yeah, that's a funny event. Voilà ce petit extrait autour donc, de ces boîtes. Alors là, j'ai pris l'exemple, comme je vous ai montré, un certain nombre de partitions de Georges Brecht. Une des premières boîtes Fluxus, en fait, qui s'appelait Water Yam. Elle contenait, en fait, ces petites cartes avec les partitions de Georges Brecht. Ça, c'est une des premières qui a été réalisée. Et après, ils en ont fait... ils ont produit un peu en masse, enfin en masse, pas du tout en masse, mais ils ont fait plein de ces petites boîtes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'origine de ça, déjà, ça vient de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp qui avait en 1936 commencé à produire ce qu'il a appelé la boîte en valise. Et donc c'est une petite valise qui contient toutes ces œuvres en miniature. Donc là, vous pouvez voir cette œuvre célèbre de la Joconde à laquelle il a rajouté une moustache, enfin, toutes les peintures, les ready-made, je
comme ça de Duchamp. Donc c'est l'idée de faire une sorte d'exposition dans une valise. Et donc les boîtes Fluxus ont repris ce principe-là. Donc c'était des boîtes avec plein d'objets, donc comme il est dit dans le film, tous les artistes Fluxus produisaient des petits objets, ils appelaient ça des multiples, parce que c'était des objets produits alors pas de manière industrielle, c'était tout fait plutôt à la main, mais c'était des objets qui pouvaient être produits en série, ils n'avaient pas d'unicité, et souvent c'était autour de jeux ou de choses un peu salaces. Il y a une boîte par exemple qui s'appelle la Hole Box, je crois, la boîte à trous, et en fait elle est remplie d'objets qu'on peut insérer dans chacun des orifices de notre corps. Donc il y a un plug, il y a des trucs pour mettre dans les oreilles, dans les narines, dans la bouche. Bon, voilà, c'est une sorte de dérive imaginaire autour des trous du corps. Et vous avez une autre pratique, donc ces Fluxbox se sont pas mal répandus, mais bon, comme il dit dans le documentaire, ça se vendait pas, quoi. Personne achetait ça, c'était pas assez cher pour des collectionneurs, ils s'en foutaient, sauf après, une fois que tous ces gens-là sont morts, c'est devenu des prix délirants. Et comme il disait, les ouvriers ou les gens qui auraient pu s'acheter ça, ils comprenaient pas de quoi il s'agissait, donc c'est des choses qui sont... C'est ça qui est marrant dans Fluxus, c'est que tout ce qu'ils ont essayé de faire au niveau commercial, comme ils étaient complètement hors des radars institutionnels, ça n'a jamais marché, quoi. Ça a toujours été des échecs total. Alors il y a un artiste que j'aime beaucoup, qui est un artiste français, Robert Filliou, qui lui avait fait ce qu'il appelle la galerie légitime. C'était son couvre-chef-d'œuvre, et il faisait une exposition dans sa casquette. Et donc en fait, il allait dans la rue avec sa casquette qui est remplie de petits objets comme ça, et puis il faisait une visite guidée de l'exposition aux passants, comme ça. Donc, il raconte ça dans un petit texte, la galerie légitime. Une galerie dans une casquette, une vraie galerie. Je recevais des gens, on m'envoyait des revues. J'avais pensé que dans cette période où nous étions tous fauchés, tout ce que faisait un artiste était légitime, et qu'il était légitime aussi que l'art descende dans la rue de ses hauteurs. Alors j'avais de petites œuvres dans ma casquette et un tampon qui disait « Galerie légitime, couvre-chef-d'œuvre ». Benjamin Patterson avait créé des petites œuvres d'art dans des boîtes d'allumettes, et Georges Mathiounas avait fait le design des invitations où tous les endroits où nous passions étaient mentionnés. À Londres, la galerie légitime, c'était un chapeau au melon. Tout le monde m'avait donné une petite œuvre que j'avais mise dans un congélateur, pour que le vernissage dure 10 ans. Exposition congelée, la foire des ratés avec Ben qui vivait dans la vitrine, Robin Page et Emmett Williams. C'était en 1962. En 1972, la galerie légitime avait été jetée. Donc, évidemment, il prend le mot légitime pour jouer sur la légitimation que les institutions peuvent apporter à des œuvres en les exposant. Et donc lui avait choisi d'exposer lui-même ses œuvres dans sa casquette. Alors, dans le film, il parle d'une petite boutique qui avait été ouverte à New York. Et en 1965, Robert Filliou, avec Georges Brecht, ont ouvert une petite boutique, la Cédille qui sourit, ça s'appelait, qui était une boutique d'art, de non-art, d'anti-art, d'art-attitude, qui a été ouverte à Villefranche-sur-Saône, petit village de 4000 habitants à l'est de Nice. Je vous propose de regarder un petit témoignage de Ben Vautier. Ben Vautier, c'est le fameux Ben, vous savez, qui signe partout, on trouve tous les objets. Et donc Ben est un artiste Fluxus aussi. Et donc il témoigne de cette petite boutique dans une vidéo. Je vais vous montrer. John Cage avait mis les mains sur le piano en 1955-56 et il avait fait ces 4 minutes de silence et ça avait beaucoup compté. George Brecht, qui était un des élèves de John Cage, avait poussé plus loin en faisant les œuvres d'art les plus subtiles. C'est-à-dire il avait fait blink, c'est-à-dire un clin d'œil, juste le clin de l'œil, mais pas un clin d'œil, c'était quand, malgré tout, vous clignez de l'œil.
il avait fait Handshake où on se serre la main, il avait fait, il était en 1960 à la galerie Martha Jackson à New York, là où il y avait en même temps Lichtenstein, Warhol, Claes Oldenburg, c'est-à-dire les pop artistes. Lui, il avait exposé une table, 2 chaises et un paquet de cartes, au point où les gens ne savaient pas si c'était une œuvre d'art ou pas, et pourquoi. Donc, il était très important pour moi, c'était le créateur de l'event. L'event, c'est un événement, quelque chose qui se passe. Ça pourrait être une feuille qui tombe, ça peut être boire un verre d'eau, ça peut être serrer la main à quelqu'un, ça peut être, comme il a fait une pièce qui s'appelle Exit, on quitte, ou Entrance, on rentre, une porte qui se ferme, n'importe quoi. Alors c'était très difficilement commercialisable, mais c'était très important dans la ligne de l'arbre, c'était un extrême. Donc George Brecht était pour moi très important. Et tout d'un coup, Filiou était important aussi, parce que Filiou, lui, il était plutôt le raté, l'amateur. Il défendait un art d'attitude. Alors ces deux, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, ils décident de venir vivre près de Nice, à Villefranche. Et George Brecht voulait quitter New York, et Filiou voulait quitter Paris ou quelque chose comme ça. Et moi, je leur ai dit, non, venez, je vais vous installer à Nice, il y a l'école de Nice, ceci, cela. Et ils ont dit, non, nous, on ne veut pas de Nice, on veut aller à Villefranche. Et ils ont trouvé ce petit magasin, la Cédille qui sourit en 1966, et ils commencent à s'installer là. Et je dis que vous allez tout rater, ils voulaient faire un petit magasin qui marche. Je dis, mais personne ne va venir. Mais en fin de compte, je crois qu'ils ne voulaient pas que ça marche. Et George était toujours resté très anti-art, non-art. Alors, il ne pouvait pas être en même temps des épiciers, vendre de l'art, et en même temps être non-art. Donc, il y avait un paradoxe, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, et vraiment, la Cédille qui sourit n'a commercialement pas fonctionné du tout. Bon, mais en fait, la Cédille qui sourit a été un moment très important, puisque on avait l'impression qu'il se passait quelque chose, on ne savait pas quoi. Il y avait du non-art, de l'anti-art et de l'art d'attitude difficilement cernable, tu vois. Quand ils venaient à Nice, ils faisaient un petit truc, ils repartaient, prenaient leur bus à la place Garibaldi, ils rentraient à Villefranche. À un moment donné même, ils avaient tellement peu d'argent qu'ils mangeaient chez les indigents. Et c'est les Allemands qui ont commencé à les exposer, les premiers. Mais Filiou, il s'était inscrit chez les indigents. Et donc, quand on voit un peu maintenant Beaubourg et toutes ces grandes institutions parler de Filiou et de tout ça, moi j'ai envie de leur dire, c'est une honte. Quand ils étaient là et qu'ils avaient besoin de 200 balles pour manger, ils venaient les chercher chez moi, au magasin, c'est moi qui prêtais 500 francs. Moi j'étais aussi dur, j'achetais des pièces. Je demandais toujours quelque chose, mais je donnais 500 balles pour finir la fin du mois, ou 200 balles ou 300 balles pour finir la fin du mois. Et comme je ne croyais pas qu'ils n'avaient pas d'argent, je ne croyais pas possible, je leur réclamais de me le rendre. Mais en fin de compte, je me suis aperçu qu'après, ils n'avaient même pas de quoi rendre cet argent. Ils n'avaient pas de quoi vivre. Et ils vivaient là-bas, c'était des grands génies en fait, c'est vrai, parce qu'ils tenaient un discours qui était, par rapport à tous les autres qui fabriquaient des objets qu'ils vendaient, ils étaient anti-art, non-art et vie-art. Et c'était un moment très important. Villefranche. Bon, même maintenant, où est George Brecht? George Brecht maintenant est à Cologne, il se cache, il va à aucun vernissage, il va nulle part, il ne sort jamais. Il est toujours non-art, anti-art. Mais maintenant, les gens viennent chez lui comme on va à un gourou et lui demandent une pièce. Par exemple, moi, je voulais à tout prix avoir une pièce et je lui envoie un peu de l'argent qu'il faut, c'est des prix assez élevés, et il m'envoie une pièce. Mais néanmoins, George Brecht, il restera, d'après moi, un grand homme, puisque c'est le créateur de l'event. Il a pris le courage à deux mains, il a fait des pièces imperceptibles. Quand nous avons fait les remarques avec Robert Bozzi, on faisait un peu du sous-George Brecht. Parce qu'on s'était aperçu de l'importance de ces gens-là. Filiou est mort aussi, dernièrement. Lui aussi, jusqu'à la fin de sa vie, il a été... Moi, je trouve... Il y a une chose, c'est que souvent je les attaque. Je trouve que je suis plus correct. Par exemple, moi, si je peins, c'est pour la gloire. C'est clair. Pour avoir la gloire, je vends aussi. Je vends et je demande un prix. Donc j'ai un produit, je vends un produit, je veux de la gloire. Pour moi, la carte est sur la table. Eux disaient qu'ils ne voulaient pas la gloire. Mais je les soupçonne de vouloir la gloire avec du non-gloire. Tu vois? Donc, j'ai quand même trouvé que souvent Fluxus était hypocrite. Tu vois?
Il disait qu'ils n'étaient pas jaloux des autres, et moi je trouvais que c'était une super jalousie. Vous voyez? Quand quelqu'un veut décoller et survoler la situation, il ne faut pas dire qu'il n'est pas dans la situation. C'est une autre que donne. Tu vois? Donc à ce moment-là, très souvent, j'ai attaqué Filiou, et je l'ai traité d'hypocrite très souvent, parce que j'ai trouvé qu'il jouait deux cartes à la fois, tu vois. Son ego était présent, énorme, mais tellement il avait un ego qu'il ne supportait pas d'être avec les autres égos, parfois. Il me semblait. À moins que ce soit que mon ego, je filtre tout à travers mon ego, que je ne peux pas imaginer un non-ego. Voilà ce petit témoignage de Ben à propos de cette expérience ratée. Le ratage, c'était très important pour les artistes Fluxus, et notamment Robert Filiou avec d'autres. Ils avaient organisé, je crois à Londres dans les années 60, un festival qui s'appelait le Festival of Misfits, le festival des ratés. Et il y a une anecdote aussi, c'est peut-être le sculpteur Jean Tinguely, qui ne supportait pas Filiou, il l'appelait le clochard. Il refusait de le fréquenter parce qu'il considérait que c'était quelqu'un qui n'avait aucun talent, aucune technique, et que du coup c'était quelqu'un qui n'était pas fréquentable. Alors, je voulais terminer par deux choses. Alors déjà par un autre manifeste écrit par George Maciunas en 1965, que je trouve assez représentatif en fait de l'ambition de ces artistes et de la manière dont ils ont voulu situer leur travail dans le monde artistique existant. Donc c'est un manifeste qui, un peu en deux parties, qui décrit d'une part le monde officiel de l'art et d'autre part l'art tel qu'il est conçu par Fluxus comme un art amusement. Je vous propose qu'on lise ça. Je vais lire à chaque fois parce que les phrases se répondent vraiment. Donc, pour justifier le statut professionnel, parasitaire et élitiste de l'artiste dans la société, l'art doit démontrer le caractère indispensable et exclusif de l'artiste. Il doit démontrer la dépendance de l'audience envers lui. Il doit démontrer que personne d'autre que l'artiste ne peut faire de l'art. En face de ça, pour établir le statut non professionnel de l'artiste dans la société, Fluxus Art Amusement doit démontrer le caractère dispensable et l'inclusivité de l'artiste. Il doit démontrer l'autonomie du public. Il doit démontrer que tout peut être de l'art et que n'importe qui peut le faire. Par conséquent, donc je reviens là, par conséquent, l'art doit apparaître comme complexe, prétentieux, profond, sérieux, intellectuel, inspiré, habile, signifiant, théâtral. Il doit apparaître comme une marchandise de valeur afin de fournir un revenu à l'artiste. En face, par conséquent, l'art amusement doit être simple, amusant, non prétentieux, soucieux de choses insignifiantes, n'exiger aucune compétence ou d'innombrables répétitions, n'avoir aucune valeur marchande ou institutionnelle. Je reviens là. Pour augmenter sa valeur, revenu de l'artiste et profit des mécènes, l'art est fait pour apparaître rare, limité en quantité, et donc accessible uniquement à l'élite sociale et aux institutions. En face, la valeur de l'art amusement doit être abaissée en le rendant illimité, produit en masse, accessible à tous et finalement produit par tous. Conclusion. Fluxus Art Amusement est l'arrière-garde sans aucune prétention ni envie de participer à la compétition de surenchère avec l'avant-garde. Il s'efforce d'atteindre les qualités monostructurales et non théâtrales d'un simple événement naturel, d'un jeu ou d'un gag. C'est la fusion entre Spike Jones, donc Spike Jones c'était un artiste de cabaret, de divertissement très connu aux États-Unis. Donc c'est la fusion entre Spike Jones, le vaudeville, les gags, les jeux d'enfants et du chant. Voilà un peu pour ce manifeste, et qui rend compte un petit peu aussi de ce que les historiens de l'art appellent la crise du modernisme. C'est-à-dire que l'art moderne, qui est né autour de la Renaissance,
s'est développé après, c'est vraiment structuré autour de l'idée que, encore une fois, qu'une œuvre d'art, elle doit être unique, elle est l'expression de la subjectivité d'un artiste, et elle circule sur un marché ou dans des institutions muséales. Un peu en rupture avec ce qu'avait pu être l'art, notamment au Moyen-Âge, qui était un art qui était fait de manière collective, sans forcément d'auteur, et qui n'avait pas de structure forcément très figée. C'était des structures très, très ouvertes. Et donc on peut dire que ces tentatives, elles sont multiples dans les années 60, hein, il n'y a pas que Fluxus qui essaie de faire ça. C'est vraiment un moment où le monde de l'art atteint une sorte de crise et qu'il y a une volonté de retrouver une vitalité créative en sortant de cette idée moderniste des œuvres. Je voulais vous montrer aussi ça, mais non, je vais pas vous montrer. Je vais juste vous faire écouter l'enregistrement d'un texte de Dick Higgins, donc qui est un des artistes Fluxus, qui a écrit en 1979 un texte qui s'appelle Une histoire de Fluxus pour les enfants, et qui a été enregistré par deux artistes, une qui est Maria Mortati. Elle a enregistré ça avec des voix d'enfants. C'est pas mal. Alors, il n'y a pas tout le texte, mais alors, je vous l'ai traduit aussi. Parce que du coup, c'est en anglais. A Child's History of Fluxus by Dick Higgins. Long ago, back when the world was young, that is sometime around the year 1958, a lot of artists and composers and other people who wanted to do beautiful things began to look at the world around them in a new way for them. They said, hey, coffee cups can be more beautiful than fancy sculptures. A kiss in the morning can be more dramatic than a drama by Mr. Fancy Pants. The slashing of my foot in my wet boot sounds more beautiful than fancy organ music. And they saw that it turned their minds on, and they began to ask questions. One question was, why does everything I see that's beautiful, like cups and kisses and flashing feet, have to be made into a part of something fancier and bigger? Why can't I just use it for its own sake? That too? Then they asked questions like that. They were inventing fluxes. But this they didn't know yet, because fluxes was like a baby whose mother and father couldn't agree on what to call it. They knew it was there, but it didn't have a name. Well, these people were scattered all over the world. In America, there were George and Dick and Lamont and Jackson and plenty of others. In Germany, there were Wolf and Ben and Emmett, who were visiting there from America. And there was another visitor in Germany, too, from a very little country on the other side of the world, from Korea. His name was Nam June Paik. Oh, there were more, too, there and in other countries also. They did concerts of everyday living, and they gave exhibitions of what they found, where they shared the things that they liked best with whoever would come. Everything was itself. It wasn't part of something bigger, fancier. And the fancy people didn't like this because it was all cheap and simple and nobody could make much money out of it. But these people were scattered all over the world. They sometimes knew about each other, but they didn't see each other much or often. And they spoke different languages and had different names for what they were doing, even when they were doing the same thing. It was all mixed up. It's easy. Well, Al Ramont had a pal, another George Munkajas. His name looked strange, but it sounded easy enough. Machuchnas. And George Machuchnas
said, let's do a book of our kind of thing. And his friend Jackson agreed, and they did it. Al Ramont collected the things for the book, and George Machunas put it into pages. And after a while, they were able to take it to the printer and have it printed. They called the book Agony, which is anthology, which is a fun word for a collection. Collection. Do you want to read? Okay, no fancy name. Not a Flux anthology because Fluxus things weren't made yet. Just an anthology. Anthology. It was a beautiful book, and you can still buy it. It looks like the beautiful, simple things in it. Ideas and piles of words and ways for making your own life more wonderful. Well, it costs money to make books, and if you spend your money on one thing, you can't spend it on another. George Machunas had rented a beautiful big room of the fanciest part of New York City, and there was an art gallery with the Fluxus kinds of things were shown and or shared or allowed to happen. But when there was no money to pay for all that, once the books was done, George Machunas had to give up as A.G. Gallery, and he called it, and he decided to go to Germany, which took some with him. Big boxes, all chock-a-block? Yeah, chock-a-block. Chock-a-block full of leftover things that Lamont and the other had collected, but which didn't fit in the anthology. Yep. Je vais continuer parce que l'enregistrement s'arrête là. L'idée de George Machunas était de se réunir avec les gens en Allemagne qui faisaient le même... qui faisaient le même genre de choses et de faire quelque chose comme un livre et quelque chose comme un magazine. Il serait imprimé de temps en temps et il changerait toujours. Toujours être différent, être toujours vraiment lui-même. Il fallait un nom. Alors George Machunas a choisi un mot très amusant pour changer, Fluxus. Et il a commencé à apporter des choses Fluxus aux imprimeurs en Allemagne pour faire son magazine. Pour faire connaître ce genre de livre, il a décidé d'y donner des concerts Fluxus afin que les journaux écrivent à leur sujet et que les gens découvrent ces livres. Ainsi, en septembre 1962, le premier des concerts de Fluxus a eu lieu dans une petite ville où George Machunas vivait, à Wiesbaden en Allemagne. Vous dites cela, Wiesbaden. Dick y allait de New York avec Allison, sa femme artiste, et ils ont emporté avec eux de nombreuses pièces d'autres Américains qui avaient trouvé et partagé des choses de Fluxus. Les concerts ont certainement fait parler d'eux. Ils étaient aussi à la télévision. Pauvre mère de George Machunas. C'était une dame à l'ancienne. Et quand la télévision a montré toutes les choses folles que son fils George faisait lors des concerts de Fluxus, elle était tellement gênée qu'elle ne voulait pas sortir de chez elle pendant 2 semaines parce qu'elle avait tellement honte de ce que les voisins pourraient dire. Oh bien, vous devez vous attendre à ce genre de choses. En fait, certains voisins ont beaucoup aimé les concerts de Fluxus. Le concierge du musée où se déroulaient les concerts de Fluxus les aimait tellement qu'il venait à chaque représentation avec sa femme et ses enfants. Petit à petit, d'autres musées et lieux publics voulaient aussi des concerts Fluxus.
Les concerts de Fluxus ont donc eu lieu ensuite en Angleterre, au Danemark et en France. Et de nouvelles pièces continuaient d'être trouvées ou fabriquées. Les gens de Fluxus, nous les appelions Flux People, envoyaient des choses au Japon et de la Hollande et de toutes sortes d'endroits. Fluxus est devenu célèbre. Et puis, Fluxus a commencé à être copié. Les gens chics ont commencé à copier les choses et les idées de Fluxus. Mais ils ont essayé d'en faire des choses chics, et cela les a changés. Lorsque les tasses à thé ont été remplacées par des millions de tasses à thé, elles n'étaient plus simples. Elles ont donc cessé d'être Fluxus. Ça a toujours été la différence. Ils ont cessé d'être l'art de vivre. Vous pouviez toujours distinguer le vrai Fluxus des faux parce que les vrais restaient simples, tandis que les faux portaient des noms chics. Une fois que la célébrité a commencé à arriver, George Maciunas et les autres personnes de Fluxus ont dû déterminer ce qu'il fallait faire ensuite pour que Fluxus continue de s'amuser et de fonctionner pour tout le monde. George aimait être le patron, mais il était assez intelligent pour savoir qu'il ne pouvait pas être le patron et dire aux artistes Fluxus quoi faire, parce qu'ils démissionnaient et qu'ils étaient pour la plupart de meilleurs artistes que lui. Il est donc devenu le président à la place. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas dire aux gens ce qu'ils devaient faire ou ce qu'ils ne devaient pas faire s'ils voulaient rester dans Fluxus. Au lieu de cela, il pouvait dire au monde ce qu'était Fluxus, et quiconque voulait faire ce genre de choses était Fluxus. C'était intelligent, car cela signifiait que les gens de Fluxus ne se séparaient pas en gangs qui n'étaient pas d'accord, comme le faisaient de nombreux groupes d'artistes avant cela. Ils restaient ensemble pour faire des choses Fluxus, même quand ils faisaient d'autres choses aussi en même temps. 2 fois, George Maciunas l'a oublié. Une fois, à l'hiver 1963, Dick Higgins et Alison Knowles sont allés en Suède et ont donné des concerts Fluxus. Mais il n'y avait pas d'argent pour acheter des billets pour que George Maciunas ou Ben ou Emmett puissent venir en Suède. Alors Dick, c'est moi, et Alison y ont donné des concerts avec les nouveaux Suédois de Fluxus. George s'est mis très en colère et a dit à Dick et Alison qu'ils ne pouvaient plus être des gens de Fluxus. Mais alors quoi ? Personne n'a prêté attention à cela, parce que Dick et Alison faisaient des concerts Fluxus de trucs de Ben et Emmett et George, et Bob et les Japonais Fluxus, et ainsi de suite. C'était amusant, et c'était Fluxus qui comptait. En 1963, George Maciunas revient en Amérique. Il a ouvert un magasin Fluxus et donné des festivals Fluxus. Les gens de Fluxus en Allemagne sont venus, les groupes d'artistes aussi avant cela. Ils se sont mis ensemble pour faire des trucs dans le genre du Fluxus français. Les invitations ont commencé à venir d'endroits chics, musées et universités. Mais les gens de Fluxus étaient trop intelligents pour s'impliquer là-dedans. Ils auraient perdu leur liberté. Ainsi, les universités et les musées ont obtenu les fausses choses et les fausses personnes de Fluxus. Et ils les ont toujours pour la plupart. On pouvait distinguer les faux parce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes, à cause de leur nom célèbre. Les vraies choses étaient beaucoup moins chères, et cela a dérouté les gens chics. Mais bon, ok. Mais en 65, certains des membres de Fluxus eux-mêmes ont commencé à devenir célèbres. Cela aurait été bien, sauf que George Maciunas ne savait plus comment les gérer. Il a continué à essayer d'être le patron. Il s'est mis très en colère lorsqu'un groupe de personnes de Fluxus a décidé de rejoindre des artistes qui n'étaient pas des personnes de Fluxus dans une grande performance qui était une sorte de cirque appelée Originale. Maciunas et son ami Henry Flint ont essayé de faire défiler les gens de Fluxus à l'extérieur du cirque avec des cartes blanches disant que Originale était mauvais. Ils ont essayé de dire que les gens de Fluxus qui étaient dans le cirque n'étaient plus Fluxus. C'était idiot parce que ça a fait une scission. J'ai pensé que c'était drôle, alors je me suis d'abord promené avec Maciunas et avec Henry avec une carte, puis je suis entré, j'ai rejoint le cirque. Alors, les deux groupes se sont mis en colère contre moi. Tant pis. Certaines personnes disent que Fluxus est mort ce jour-là. Je l'ai cru moi-même, mais il s'est avéré que j'avais tort. Pourquoi avais-je tort ? Parce que les choses de Fluxus devaient encore être faites et que les gens de Fluxus continuaient à les faire. Maciunas a continué à imprimer des choses Fluxus, des cartes, des jeux et des idées, et à les mettre dans de petites boîtes en plastique qui étaient plus amusantes que la plupart des livres. J'ai fait des petits livres qui étaient vraiment Fluxus, même s'ils n'avaient pas ce nom dessus. Et de temps en temps, il y avait des Flux concerts. Et il y en a encore. Beaucoup de temps s'est écoulé maintenant.
Au moment où j'écris ceci, nous sommes presque en 1980. Georges Mathiounas est décédé l'année dernière d'une longue et horrible maladie. Mais il savait avant de mourir que son erreur était pardonnée, que tous les gens de Fluxus étaient à nouveau réunis. Ils se réunissaient pour des concerts, pour les fêtes du Nouvel An, pour beaucoup de choses comme ça. Et quand Mathiounas était mourant, ils se sont réunis chez lui pour l'aider à terminer un grand nombre de ses boîtes et de ses recherches au Fluxus avant sa mort. Lorsque Mathiounas est entré à l'hôpital pour la dernière fois, ses médecins ont déclaré « Nous ne savons pas pourquoi cet homme est toujours en vie. » Mais les gens de Fluxus savaient. Être amis et partager des choses simples, ce peut être très important. Et bien que Fluxus ait presque 20 ans maintenant, ou peut-être plus de 20 ans, selon le moment où vous voulez dire qu'il a commencé, il y a encore de nouvelles personnes Fluxus qui rejoignent le groupe. Pourquoi ? Parce que Fluxus a une vie propre, en dehors des personnes âgées qui s'y trouvent. Ce sont des choses simples, prendre les choses pour elles-mêmes et pas seulement comme faisant partie de choses plus grandes. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous doivent faire, au moins une partie du temps. Ainsi, Fluxus est en vous, fait partie de ce que vous êtes. Ce n'est pas seulement un tas de choses et de drames, mais cela fait partie de votre façon de vivre. C'est au-delà des mots. Quand tu seras grand, veux-tu faire partie de Fluxus ? Absolument. Voilà, je vais terminer la conférence sur ce texte. Merci de votre écoute.